Bonjour, bonjour. On va pas tarder à commencer. Donc, il reste encore quelques places de ça, de là. N'hésitez pas à aller, tant que c'est encore moins dérangeant, à bousculer des gens. Je sais pas si dans les travées au milieu. Et sinon, on va y aller. Je vais commencer par dire, ça me paraît assez spontané et important, par remercier beaucoup les personnes, l'ensemble des personnes qui m'accompagnent pendant cette campagne, parce que je voulais aborder cette présentation en vous disant quelques mots sur ce qu'est pour moi une campagne politique, et c'est sur ce qu'elle est manifestement souvent pas pour d'autres. C'est un immense privilège, en fait, une campagne politique. C'est une occasion, un moment donné, de pouvoir prendre la parole, de la transmettre à un public donné. Les mécanismes, justement, de prise de parole, et puis aussi, au contraire, de confiscation de la parole médiatique et politique. Moi, c'est au cœur de tout le travail que j'ai mené en tant que journaliste spécialisée dans l'étude des médias, en tant que militante et en tant aussi maintenant d'élue, notamment au Conseil de Paris. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être là. Je remercie les adhérents et adhérentes de LV Paris en particulier. Je vous ai réunis ici parce que on a fêté dans ce lieu-là, et je remercie Farid et toute son équipe pour leur accueil. On avait fêté les 5 ans, donc il y a très longtemps, du collectif féministe La Barbe ici, et c'était aussi le lieu où on faisait toutes les réunions, il y a 10 ans exactement, du collectif Oui Oui Oui, au moment des discussions et des combats pour le mariage pour tous, pour la PMA, pour les droits des trans, et on était vraiment dans ces réunions-là. Et déjà à l'époque, on voyait, vous allez voir, là je vous ai fait il y a eu beaucoup de travail vraiment de toute l'équipe sur cette présentation-là, et on regardait et on se disait, non, on dirait qu'on prépare le dossier à la présidence de l'ONU ou un truc comme ça. C'est un scrutin certes interne, certes sur un territoire donné, certes pour les sénatoriales, mais précisément, je pense qu'il est fondamental de le prendre très très sérieusement, et on le faisait déjà à l'époque avec le collectif Oui 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 pour tout mouvement qu'on organisait. Et je me souviens que Yuri, mon amoureuse, disait à l'époque, non mais ça va, on n'est pas en train de monter 4 là, doucement, reprenez-vous. Et moi je pense qu'à chaque fois, il faut penser qu'on est en train de monter un grand événement. C'est le moindre des choses, et c'est le moindre respect qu'on doit vraiment aux personnes qui nous écoutent. Alors, juste 2 petits points justement à ce sujet-là. Vous retrouverez aussi, au-delà de cette rencontre, il y a un site sur lequel vous pourrez retrouver pas mal de documents, de lettres de candidature, d'entretiens avec un adhérent ELV qui s'appelle, c'est assez simple, c'est alicecoffin.fr, et vous retrouverez vraiment pas mal de boulot qu'on a fait là-dessus. Et puis pendant cette rencontre-là, autre petit point technique, on fera évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions à un moment d'échange, mais vous pouvez les envoyer en fait sur l'adresse qu'on va peut-être voir afficher là, qui est j'attends, voilà. Donc là je crois qu'elle ne s'affiche pas en entier, donc c'est alicecoffin@gmail.com, c'est ça? C'est bon, voilà, c'est là, donc n'hésitez pas pendant la rencontre, vous envoyez, comme ça on pourra, je vous dis ça parce que c'est aussi un souci justement d'échange et de prise de parole. C'est souvent les mêmes personnes, enfin, quand on ouvre les salles, c'est pas toujours simple d'oser justement prendre la parole, prendre le micro, donc il y a aussi un souci que, ça veut pas dire que vous pouvez pas poser les questions à l'oral après, mais parfois c'est plus facile aussi pour certaines personnes de les envoyer à l'écrit, donc pour veiller à ce que je puisse répondre à tout. Donc je voulais vous parler de la campagne. Alors moi, en expérience de campagne, j'ai fait 2020 avec la campagne municipale de David Béliard aux municipales parisiennes, et d'Emmanuel Pierre-Marie dans le 12e. J'ai fait aussi celle de Sandrine Rousseau pour la primaire écologiste de l'été 2021. Il en sera question pendant cette présentation. J'ai fait celle de Nadera Beltrèche, formidable candidate écologiste de la NUPES, de la 9e circonscription de l'Essonne. Et puis enfin, il y a celle-ci aussi. Je vous mets quelques images de comment ça s'est passé, des joies, des tristesses au cours de ces différentes campagnes.
Elle dit 51%, donc 49 pour nous. Allez-y. Sénatoriale, bonjour, c'est Alice. Ouais, j'en profite pour remercier d'ailleurs l'ensemble des co-secrétaires des groupes locaux parisiens de ELV parce que ils sont pour leur disponibilité et puis l'ensemble des gens qui organisent ce scrutin. Et je voulais dire quelque chose, voilà, avant de me lancer vraiment là dans la présentation, évidemment les personnes qui votent pour ce scrutin sénatorial, ce sont les adhérents et adhérentes ELV. Je voudrais d'abord de Paris, et je voudrais d'abord leur dire deux choses. Un, mieux vaut adresser tout de suite, voilà, se confronter aux critiques. S'il y en a qui peut être tu viens d'être élue à un mandat, conseillère de Paris, et puis là tu vas en faire un autre. Alors j'ai indiqué les campagnes que j'avais déjà faites. Je voudrais préciser que pour moi, par exemple, conseillère de Paris, moi je n'ai jamais compris ça comme un mandat. C'est-à-dire que ce qui s'est passé c'était en 2019, c'est que EELV m'a contacté, est venu me chercher et m'a demandé si je voulais bien, pour aider en fait avec ma force de frappe en visibilité médiatique, sur les questions féministes, etc., si j'acceptais de rejoindre les listes. Moi j'ai plutôt beaucoup hésité, en fait, même vraiment beaucoup, et je me suis dit, voyons, est-ce que ça pourrait vraiment être plus efficace que le boulot que je fais en tant que journaliste et militante. Il a toujours été compris avec ELV que moi je m'engageais, je suis pas adhérente du parti en fait, mais que je venais aider pour visibiliser justement davantage les causes écologistes, et que donc il était très important que je continue aussi la voie que j'avais tracée sur ce chemin-là. Et puis la deuxième chose, c'est que vraiment je remercie parce que j'ai eu énormément déjà de messages d'adhérents et adhérentes de Paris depuis que j'ai envoyé ma lettre de candidature, où j'ai partagé l'entretien, les podcasts, etc. avec un adhérent LV Paris. Et il y a un truc un tout petit peu qui me rend assez triste en fait, c'est que vraiment très souvent on me dit mais c'est la vérité, je peux montrer le message. Franchement, ta candidature, c'est super, c'est exactement ça qu'il faut. Bravo pour tout ce que tu portes, bravo pour ton courage. Mais moi, je suis déjà engagée dans une motion. Mais moi, je suis déjà engagée parce que j'ai un truc d'échange avec une autre candidate, etc. Et j'entends beaucoup ça. Et je vous avoue que c'est un tout petit peu désespérant parfois. Et je trouve que ça serait important qu'on prenne aussi des engagements communs de dire... Voilà, moi je m'expose devant les institutions, dans la sphère politique, dans la sphère médiatique. C'est vraiment pour donner de l'écho aussi, mais si on veut changer les choses, je pense qu'il faut modifier aussi les choses, telle d'ailleurs qu'elle a voulu, je crois, la nouvelle secrétaire nationale, qui a dit justement qu'il fallait en finir aussi avec l'ensemble des divisions entre motions, des choses comme ça. Donc en tout cas, je voulais juste vous témoigner de ça et espérer de toute façon aussi vous convaincre pendant ce moment-là. Alors, les élections sénatoriales. Pourquoi j'ai fait un fil rouge là pour cette présentation-là sur les questions médiatiques, les questions de traduction d'un discours politique pour un plus grand public? C'est d'abord parce que tout ce qui m'intéresse et qui touche particulièrement au sénatorial, tout le cœur de mon boulot, c'est de rendre visible ce que certains ont intérêt à garder caché. Ça, je l'ai fait en tant que journaliste, mais ça devrait être au cœur du métier de journaliste, je pense, parce qu'il y a toujours des gens qui ont intérêt à ce que certaines choses ne soient pas publiées. Enfin, c'est tout le boulot des journalistes aussi. Je l'ai fait en tant que militante, et je le fais aussi beaucoup en tant qu'élue, au travers des 4 exemples dont je voudrais qu'on décortique un peu ici, qui sont effectivement ce qu'on a appelé l'affaire Girard, le moment des primaires écologistes, les questions culturelles, et puis le travail qu'on mène à la mairie du 12e avec Emmanuel Turmary. Et je vous parle de ça sur le Sénat parce que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est une élection particulièrement opaque, qu'il s'agit de rendre visible. Et évidemment, comme d'habitude, quand quelque chose est opaque, ça répond à certains intérêts. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas intérêt à ce que les élections sénatoriales deviennent quelque chose d'extrêmement clair et explicite. Sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup de réactions, vu le caractère particulièrement antidémocratique,
je vous jure que quand on s'y plonge, de ce scrutin-là et de cette élection qui est d'abord faite pour que des partis très implantés et historiquement très implantés et plus conservateurs prennent des sièges. Donc c'est pour ça que ça s'inscrit aussi, cette élection-là, et j'ai voulu vous donner quelques exemples de comment on peut parvenir à justement visibiliser certains points. Je voudrais vous dire aussi, avant de commencer, et j'en terminerai par là, que j'avais prévu d'analyser que ces 4 cas-là, mais je vais évidemment faire une conclusion aussi sur ce qui se passe ces derniers jours, et qui a atteint un sommet hier avec l'entretien du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans le journal du dimanche, c'est-à-dire qu'on assiste véritablement à un phénomène, un mécanisme que moi j'ai très très bien connu en tant que militante féministe, qui est que d'abord, en fait, les pouvoirs médiatiques, culturels, ils vont vous ignorer. Ils vont faire comme si vous criez dans le désert, on ne vous entend pas. Et puis après, quand ils voient que c'est plus possible de pratiquer l'indifférence, que c'est tellement présent, ça va être les mécanismes de délégitimation, de disqualification, de déformation des propos. Et c'est exactement ce à quoi on assiste avec des attaques contre le dit terrorisme intellectuel et j'en passe. Donc évidemment, je conclurai là-dessus et j'ai rajouté une séquence spécifique sur ce sujet-là qui montre à quel point, je crois, et je finirai cette introduction par là, que, en fait, moi j'ai toujours pensé que l'écologie, c'était d'abord des rapports de force. C'était d'abord une façon d'exposer certains pouvoirs. Et ça, je sais que d'autres ne sont pas d'accord. Et du coup, ont d'autres stratégies aussi électorales ou autres. Il y a notamment des discours des responsables politiques écologistes qui vont penser davantage, et je le respecte, mais je ne suis pas d'accord, qu'il faut fédérer. Il faut fédérer, que finalement, l'important, c'est qu'on ne soit pas trop clivant, qu'on fédère, etc. C'est d'ailleurs aussi le discours, vous remarquerez, de nos adversaires qui vont dire à droite, par exemple, de toute façon, à quoi ça sert un parti écologiste? Tout le monde est écologiste, ça va de soi, il y a même besoin, ils n'ont pas le monopole de l'écologie. Bah, pas du tout. Si tout le monde était écologiste, si ça n'était pas clivant, mais on n'aurait pas à se battre comme ça. On ne serait pas dans une telle situation de catastrophe climatique et de désastre écologiste. C'est bien parce que ça vient toucher certains intérêts, qu'il y a un point extrêmement fort de friction sur ce côté-là et que c'est un combat et une lutte qu'on en est là. Et c'est là-dessus, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de perdre des voix, c'est pas vrai, en plus ça n'est pas vrai. C'est précisément en tenant un discours, je pense, très offensif, en faisant de nous ce que nous sommes en réalité aussi des fers de lance de la lutte contre l'extrême droite, que nous réussirons à convaincre. Et là-dessus, je pense que c'est une parfaite transition pour l'étude des cas médiatiques. Prenez une personnalité comme celle de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré sur l'extrême droite, Vincent Bolloré sur le désastre écologiste. Vincent Bolloré, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est à la tête d'un empire médiatique qui a mis en avant des personnalités d'extrême droite, et c'est quelqu'un qui, dans le même temps, et ça n'est pas une coïncidence, ça n'a rien d'anodin, provoque des écocides dans des pays du continent africain. Tout ça est extrêmement lié, et c'est pour ça que c'est des luttes contre des super pouvoirs aussi. Et qu'être écologiste, c'est ça aussi d'abord, et c'est bien pour ça que les écologistes sont à ce point-là perçus comme une menace immense, et la plus forte, je crois, contre ces super pouvoirs actuellement, et qu'on assiste à cette salve d'attaques ces derniers jours et dernières semaines. Je vais donc commencer cette présentation. Vous pouvez toujours envoyer, n'hésitez pas, des questions si je n'ai pas été assez claire sur certains points. Je vais commencer par un premier dossier qui n'a pas été le plus simple, mais qui illustre bien pas mal de choses et qui permet aussi de parler, je pense, de ce qu'on peut s'attendre, ce que moi, en tout cas, j'aurais envie de faire au Sénat, de ce qu'on a appelé l'affaire Girard, ou plutôt la façon dont on a, et c'était pas une action individuelle, j'insiste, c'était une action du groupe aussi, et je vois notamment Raphaël Rémy qui est là-bas, et voilà, il y avait beaucoup de... Voilà, c'était vraiment une action commune de solidarité des élus. Comment on a réussi à obtenir le départ de celui qui était adjoint à la culture, alors Christophe Girard, en raison de ses liens avec l'écrivain pédocriminel Gabriel Matzneff. Alors, je vais revenir là-dessus parce que, évidemment, il s'agissait d'un combat important, mais aussi parce que c'est important dans le traitement médiatique et tout de déminer quelques fake news, et notamment auprès des adhérents et adhérentes.
Moi, j'ai pas mal entendu à l'époque, ah bah fallait le dire plus tôt, maintenant qu'elle est élue, Coffin, ça y est, elle dénonce Girard, elle était bien contente d'être sur les listes de la gauche et tout ça. Bon, alors pas du tout. En fait, moi, j'ai pas attendu d'être élue, je ne pensais même pas l'être quand en février 2020, moi j'ai croisé Anne Hidalgo pendant qu'on était en pleine campagne municipale sur un marché de la place d'Aligre, dans le 12e arrondissement à Paris. Et on se croise entre équipes, très cordiales, hein, on était, voilà quoi. Mais elle me dit, attention, faut quand même que vous fassiez gaffe les écologistes, parce que, et tout le monde, là, faut qu'on soit très soudés, la candidature de la droite est en train de monter, je lui dis, mais tout à fait, soyons soudés, et je lui dis, il y aura un seul point, et vous allez toujours me trouver, vraiment, il y a zéro, on est à fond soudés dans cette campagne, en revanche, il y a une chose, et là, ça ne passera pas, et je vous le dis pour vous, mais je le dis aussi, pour, justement, si vous voulez maintenir une union, il ne faut pas garder Christophe Girard sur vos listes. On était au lendemain, quand ça s'est passé cette rencontre, on était au lendemain de la cérémonie des Césars 2020, qui avait vu Adèle Haenel crier la honte, et partir alors que toute l'Assemblée applaudissait au César, ou presque, de Roman Polanski. Et je dis là, vraiment, ça ne passera pas. On le redit, les écologistes le redisent pendant les négociations d'entre-deux tours, justement, que c'est pas possible de garder Christophe Girard. Il est maintenu, mais je voulais vraiment d'abord prendre le temps de dire ça, que c'est pas une action soudaine, qu'à chaque fois, moi j'essaie toujours aussi de discuter, d'aller parler, d'obtenir des choses, et qu'après, et c'est ça dans les stratégies médiatiques et politiques, après, quand on voit que ça coince, bien entendu qu'il faut mettre en place d'autres ressorts. Là, en l'occurrence, ce ressort-là, et c'est toujours sidérant de voir l'impact que ça peut avoir, c'est de dire, eh ben, il faut le dire publiquement, en fait. Il faut le dire publiquement. Et là, moi, j'ai averti, et vraiment, je remercierai jamais assez la solidarité du groupe des écologistes au Conseil de Paris là-dessus, que j'allais publier sur Twitter sans nommer Girard. Parce que pour moi, c'est pas une attaque ad hominem, c'est pas Christophe Girard qui m'intéresse, c'est vraiment publier sur ce qui se passe dans ce système-là qui puisse permettre le maintien à un poste aussi important d'un tel homme. Et j'ai eu le soutien du groupe. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est intéressant, c'est que moi, tout le monde me disait, mais ça marchera jamais. C'est comme ça depuis 20 ans, il est là... personne ne cédera, t'as raison, mais ça sert pas. T'as raison, ça ne sert à rien. Et ça, je pense qu'on est trop, on n'est pas assez optimiste et consciente de notre force aussi, et de ce qu'on sait faire aussi en tant qu'écologiste. Parce que ça a marché, et ça a marché très vite. Et ça a marché grâce à quoi? Ça a marché grâce à une alliance entre des élus qui étaient au sein de cette institution qu'est le Conseil de Paris, et les militantes et militants qui étaient à l'extérieur et ont organisé des manifestations. Donc dans une stratégie d'être à la fois dedans et dehors, en interne et en externe. Et là, les choses se sont passées extrêmement vite. Et je voudrais quand même vous montrer, parce que ça m'intéresse vraiment sur qu'est-ce que c'est qu'être élu écologiste et qu'est-ce qu'on peut aussi faire là-dessus au Sénat. La façon dont justement ça peut être dénoncé en ce moment. Une déclaration justement de Gérald Darmanin à ce sujet-là, puisque je viens de parler des alliances entre justement les mouvements militants et les élus. Darmanin, il dit quoi? Il dit en ce moment, hein, là c'est d'hier ce passage, il dit il y a une complicité évidente entre des gens qui sont rentrés à l'Assemblée nationale et des mouvements d'extrême gauche qui terrorisent. Alors, moi, je pense que cette alliance entre les élus, non pas des mouvements qui terrorisent, mais des mouvements qui œuvrent dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les champs, cette alliance-là, elle est indispensable, effectivement. Et c'est bien pour ça, s'il dit ça, c'est qu'elle lui fait peur, parce qu'elle est extrêmement efficace, cette action-là, pour juste obtenir des déblocages et faire avancer certains points. Je voulais vous montrer aussi comment, en fait, ce qui s'est passé au niveau de la réaction de l'Assemblée au moment, et là on est l'après-midi où on a appris la démission de Christophe Girard. Et pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, je vais vous la décrypter en même temps les images, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'être élu écologiste et quelle est l'attitude différente des élus écologistes par rapport aux autres aussi? Et c'est juste un salut républicain, M. Christophe Girard, qui nous a donné hier, m'a donné hier, une grande leçon de dignité. Et je veux saluer l'homme. Je ne parle pas aux politiques, je ne suis pas là pour ça.
Bon, alors là, le son a été coupé pendant la retransmission, ce qui me laisse le temps de vous dire ce qui a été expliqué. Le son a été coupé, je veux dire, volontairement. Hein. Comme vous voyez, en fait, c'est le camp... Le bloc des écologistes ne se lève pas. Le bloc des écologistes ne se lève pas. Moi, je crie la honte, la honte. Il faut comprendre qu'à l'extérieur, l'ensemble des collègues dit dehors, elle est folle, il faut l'interner. Enfin, vraiment, c'était de ce niveau-là, hein, les mots extrêmement violents. Et pourquoi je veux vous raconter ça ? Parce que pour moi, ça montre une chose. Bien sûr, on peut se dire, les élus écologistes seraient plus sensibles aux questions... on va laisser finir Anne Hidalgo. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour cette manifestation de soutien républicain. Comme vous, je suis attachée au respect des personnes, au respect du droit, au respect des institutions. Et bien sûr, j'ai une amitié, au-delà de tout ce respect, pour Christophe Girard, que je veux encore renouveler ici. Bon. Ce qui m'importe là-dedans, c'est que, bien sûr, c'est pas du tout anodin que précisément les écologistes étaient le premier parti à s'occuper sérieusement de violences sexistes et sexuelles. Mais c'est pas que ça. Je crois que c'est un rapport au pouvoir, en fait. Parce que la façon dont on se lève à l'invitation, mais qui n'a rien à faire là, enfin complètement illégitime, d'un préfet de police, qu'une assemblée politique se lève à l'invitation d'un préfet de police, je crois qu'on est y compris chez les élus, dans une forme de déférence, de rapport au pouvoir, de peur, de crainte, et qu'ont pas du tout les écologistes parce qu'ils sont habitués depuis des décennies précisément à aller lutter contre ces pouvoirs-là, à tenir un discours d'information et à ne pas avoir peur d'affronter ce qui se fait depuis puissant en termes de pouvoir financier, médiatique, politique et culturel. Et c'est surtout cette image-là, c'est ce sens-là, moi, je donne à cette image, avant même un soutien, une solidarité totale contre, évidemment, les violences. Je voulais... Attends, excusez-moi, je dois tourner. Donc voilà pourquoi je tenais, dans ce sens-là, à aborder aussi le fait que, d'abord, je pense que c'est une question d'avoir, dans des assemblées parfois silencieuses, de parvenir à avoir des élus qui n'ont pas peur et qui, j'en parlais tout à l'heure sur la question que pour moi un mandat, c'est pas un sens précis, qui n'ont pas non plus qui n'ont rien à perdre en fait en termes de carrière politique ou autre, ça me paraît particulièrement important. Je voulais passer à un deuxième exemple de la façon dont on peut travailler justement la visibilité médiatique et les différents combats, c'est celui de la primaire écologiste de 2021. Alors, je ne vais pas parler de la candidature, je pense que c'était assez connu, que j'ai soutenue à l'époque, qui était celle de Sandrine Rousseau, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Je voudrais vous parler davantage de ce qu'on a fait de ce moment-là et de comment on l'a fait. Si vous vous souvenez, à l'été 2021, ce qui se passait, c'est que on avait un discours de l'extrême droite, en particulier d'Éric Zemmour, qui était répandu partout. C'est-à-dire que les journalistes guettaient ses moindres faits et gestes. On multipliait les angles sur Éric Zemmour a fait ci, Éric Zemmour a fait ça, y compris dans le vocabulaire médiatique. Il y avait une omniprésence. Et face à ça, c'était très compliqué d'avoir d'autres mots, un autre lexique, d'autres pratiques qui s'imposent médiatiquement. Et c'est précisément ce qu'a réussi, je crois, magnifiquement à faire la séquence de la primaire écologiste, puisque si on peut avoir pour montrer le petit passage où il y a... Juan, tu dors ? Qu'est-ce que... Okay. Merci. J'ai mis seulement quelques extraits, mais il y en avait beaucoup d'articles qui disaient, non seulement qui attestaient du score des audiences très haut à la télévision, des 3 débats qu'il y a eu sur France Télévisions, LCI et puis Mediapart, et puis qui attestait aussi du record historique du nombre d'inscrits et inscrites à cette primaire écologiste-là. Et ça,
sans humilité aucune, je pense qu'on y est pour... On a fait un gros boulot là-dessus, d'aller chercher les gens à l'extérieur, d'aller leur dire mais si les écolos ça vous concerne aussi, mais si c'est complètement vos luttes aussi, il y a des points communs dans tout ça, venez. Et c'était pas seulement venez vous inscrire pour voter Rousseau, c'était pas ça l'histoire, c'est venez aussi vous intéresser à ce qui se passe dans les mouvements, et je crois fondamentalement qu'il y a d'autres processus d'accompagnement des partis politiques que celui de la simple adhésion, ou celui d'autres choses. Il y a de multiples mécanismes qui existent pour justement faire front, et un front dont on a quand même extrêmement besoin en ce moment. Alors la façon dont ça s'est déroulé, je pense que c'est assez intéressant, parce que c'est un peu comme pour, c'est un peu comme pour Girard, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de surfer un peu sur la façon d'agir avec les médias. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais de truc de plan de communication, de plan média, je prévois jamais de donner un entretien dans 3 semaines, et puis après je ferai ça, et puis après je fais une conférence de presse, ça n'existe pas pour moi, ça. Ce qui existe, c'est regarder un peu comment le récit se raconte, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là, qu'est-ce qui habite comme ça le récit médiatique, l'histoire qu'on veut raconter, et comment on se raccroche à ça. Et souvent, c'est pas les mêmes objectifs. Par exemple, si je reviens à l'affaire précédente, mais l'affaire Girard, c'était pas du tout une histoire de traiter de... C'est une victoire contre Gabriel Matzneff ou autre chose comme ça. Non, c'était la majorité parisienne explose. C'était ça le film qui tenait, c'était vraiment que les écologistes et Anne Hidalgo s'entendaient pas. Personnellement, ce qui était en plus pas nécessairement véridique, et puis franchement, c'était vraiment pas ça le sujet. Mais peu importe. Si ça intéresse, il faut réussir à s'engouffrer également dedans. Ça a été la même chose pendant la primaire écologiste. Je ne crois pas que fondamentalement au départ, il y avait un intérêt pour tout un nouveau lexique qui est apparu à ce moment-là, et c'est ça qui était vraiment intéressant dans les débats aussi, des approches de l'écologie politique qui étaient assez différentes selon les candidats et candidates, mais qui ont réussi à faire l'agenda médiatique, précisément parce que, évidemment, il y avait quand même cette idée que c'était, et là, les journalistes politiques pouvaient être davantage intéressés, une compétition, une concurrence, des histoires à raconter. Ça peut être comme du journalisme, pardon, il y a des journalistes politiques dans la salle, mais souvent, moi, j'ai l'impression que c'est traité vraiment aussi comme du journalisme sportif. Si vous regardez également hier sur les histoires de Darmanin, les commentaires étaient beaucoup sur « oui, mais alors, s'il fait ça pour faire diversion, c'est un bon coup politique parce que… » Mais peu importe, je veux dire, c'est pas, moi je suis pas en train de dire ils font ça n'importe quoi. Non, c'est pourquoi pas. C'est eux, si c'est axé là-dessus. Nous, c'est pas ça qui nous importe, c'est comment on peut ou pas s'engouffrer dans ce récit-là, et puis parler au plus grand nombre de personnes possible, ce qui me semble particulièrement important, et ce qu'on a en tout cas vraiment beaucoup essayé de faire à ce moment-là. Et c'est pour ça que je reviens sur un point. Moi, j'étais pas d'accord, j'ai eu un point à un moment bon, il y en a eu quelques-uns, de crispation pendant la campagne présidentielle avec l'équipe. Moi, je faisais partie, ça m'arrivait de discuter avec les équipes du candidat écologiste Yannick Jadot. Et j'avais dit, en fait, Anne Hidalgo, et oui, je m'arrive tout à fait d'accord avec elle, avait proposé une primaire de la gauche, même pas une primaire, mais des débats télévisés pendant le mois de janvier 2022. Et en fait, tout le monde avait dit, notamment les écologistes, mais non, mais pas du tout, n'importe quoi, elle se réveille trop tard, il n'y a pas de débat, tout ça. Et moi, j'avais vraiment plaidé, je m'étais fait un peu engueuler, parce que je me dis, Alice, tu respectes pas la stratégie du parti, on a dit qu'on était contre ces débats et cette primaire. J'ai dit, mais non, pardon, c'est pas du tout un truc de pas respecter, ou ça, c'est que vraiment, je pense qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'à nouveau, après les bonnes semaines de la primaire écologiste, où on avait pu vraiment parler d'écologie, où on avait pu vraiment, et je pense que ça a fait levier, ça a fait un changement aussi dans ce pays, ce moment-là, ces quelques semaines-là, on avait replongé complètement dans les discours d'extrême droite, c'était complètement inaudible. Les partis de gauche, et le parti écologiste en particulier, étaient absolument inaudibles. C'est-à-dire dans les médias, ils s'en fichaient complètement. Ça aurait fait quoi qu'on ait 3 débats à la télévision ? Mais ça aurait fait qu'ils auraient suivi à nouveau les journalistes et les médias, ça a fait que ça aurait intéressé, parce que ça aurait relancé une compétition, parce que c'est une mise en scène. Et encore une fois, c'est pas un truc pour dire les journalistes font n'importe comment leur boulot. C'est un truc de voir qu'est-ce qui peut intéresser le public ou pas, quelle mise en scène on peut avoir, etc. Les débats,
ça fonctionne. Donc voilà, c'était une manière pour moi de ramener la gauche, et notamment la candidature écologiste, au centre. Et c'est ça que je défendais dans cette histoire-là, et qu'on réfléchit souvent pas assez, je trouve, en termes de stratégie médiatique. C'est pareil, là, quand je vois le rendez-vous qui a été refusé avec Elisabeth Borne, c'est toujours de réfléchir en disant... Où sont les caméras aussi? Où ça va? Comment on fait entendre notre parole là? Et aller à un rendez-vous avec la Première ministre, alors je sais qu'un autre a été proposé, mais pour les partis de gauche, c'était aussi une manière, après, y compris de sortir de la réunion si ça ne va pas, mais du coup d'avoir une prise de parole automatique et auprès de la sphère médiatique, et de pouvoir se faire entendre. Et je pense qu'on ne réfléchit pas assez selon ces termes-là. Et moi, ce qui me rend particulièrement, c'est pour ça que j'ai fait cette thématique-là ce soir, particulièrement... vraiment assez triste là-dessus, c'est qu'en fait, au quotidien, les adhérents et adhérentes écolos, les élus, mais de loin, hein, c'est pas une blague, c'est vraiment celles qui travaillent le plus, quoi. Et dans un truc d'honnêteté assez totale. Je parlais récemment, parce que moi je m'intéresse beaucoup au fait qu'on puisse un jour, ça a été évoqué pendant le débat sur les retraites, mais ça pourrait être évoqué aussi au Conseil de Paris, fact-checker justement ce qui se dit dans les assemblées, parce que je ne vois pas pourquoi on peut proférer des mensonges comme ça, mais sans arrêt, des mensonges, y compris au sein d'une assemblée politique. Et ben, je vous assure que pas une fois en 2 ans et demi, moi j'ai entendu une de mes collègues écolos raconter un mensonge. Ils peuvent dire des choses sur lesquelles on est d'accord, pas d'accord, etc. Mais des trucs factuels, je vous parle de choses factuelles, qui comme ça se déversent sans qu'on puisse opposer une quelconque contre-vérité, alors que ce sont des débats qui sont retransmis, etc. Donc c'est ça aussi qui m'intéresse. Et puis je termine cette partie 2 sur la primaire pour quand même aussi dire que cette stratégie de visibilisation médiatique, elle s'adapte aussi selon les contextes, selon la façon dont ça se passe. Et je voudrais vraiment saluer là-dessus les personnes qui ont fait l'équipe aussi pour la campagne de Nadera Beltrèche dans l'Essonne, parce que pour les législatives, parce que là aussi, pour 2 points, on a fait beaucoup de boulot pour la sauvegarde des terres agricoles, pour la lutte contre des sites classés Céveso, pour l'expropriation d'usines à risque. Et je sais qu'au départ, j'arrivais que je disais, bon super, on va faire une vidéo et tout, ça va être génial et tout ça. Bon, on n'avait pas forcément les mêmes techniques d'approche, et que ça s'est merveilleusement passé. Et je salue d'ailleurs aussi, par exemple, Jean-Noël Lafay qui était dans cette équipe-là et qui est maintenant candidat aussi dans l'Essonne, au sénatorial. Et ça s'est très bien passé aussi, j'en profite pour le dire, mais ça, j'y reviendrai en conclusion, que c'était un superbe exemple de la façon dont les forces de la NUPES travaillaient ensemble, c'est-à-dire pas au niveau national, tout ça, sur le terrain. C'est-à-dire qu'on avait toutes et tous des pratiques très différentes, qui étaient plus liées au porte-à-porte, qui avaient des super tableaux encadrés avec tous les votants, votantes, qui étaient davantage à l'aise justement sur des sphères médiatiques, et que les équipes vraiment de l'ensemble des partis de la NUPES sur le terrain, du savoir-faire des militants et militantes, ça c'est quelque chose d'assez incroyable à la fin. Je vais passer à la 3e partie qui est sur les questions culturelles. Je prends une goutte d'eau. Et vous pouvez toujours envoyer vos questions, bien sûr. Je te le rappelais. Avant de passer, j'ai ciblé sur, je vais vous en dire 2 mots, sur ce qui s'est passé très récemment, sur la façon de désigner une nouvelle direction au Théâtre du Châtelet. Mais ce que je voulais d'abord vous dire sur la culture, c'est qu'en fait, moi, au début de mandat, j'arrive, on me demande de venir vraiment beaucoup pour des questions parce que j'ai été connue comme journaliste ou militante féministe. Donc assez spontanément, il faut choisir entre des commissions au Conseil de Paris qui ont différentes thématiques. Et moi, je dis plutôt que je vais aller dans celle qui s'occupe de droits des femmes, par exemple. Et on me dit, pas qu'ils n'étaient pas d'accord bien sûr, mais ils me disent, mais est-ce que tu ne voudrais pas aller à la commission culture, parce que c'est un champ qu'on n'a pas du tout investi en tant qu'écologiste, et il faut qu'on arrive à développer à Paris un message envers le monde de la culture, envers les institutions culturelles. Il y a évidemment, et ça rejoint la sphère culturelle aussi des sphères médiatiques, il y a un terrain aussi où il faut aller travailler là-dessus. Et je dois dire que je voudrais vraiment saluer le travail gigantesque, alors il est très discret, mais je ne vais pas donner son nom, mais du collaborateur qui travaille sur ces sujets-là au groupe écologiste à la mairie de Paris, et puis de mes collègues de la commission culture, que sont Emmanuel Pierre-Marie, Mélodie Tonoli et Corinne Faugeron, où on essaye vraiment depuis 2 ans et demi de changer la donne en fait sur ces questions-là. Alors changer la donne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est toujours la même chose. Ça veut dire comment on fait passer quelque chose qui avait intérêt à demeurer caché, comment on le rend visible. Et on a eu beaucoup
beaucoup de cas sur ce sujet-là. On a eu des cas notamment, moi je siège au conseil d'administration de Paris Musée, qui regroupe le musée de la ville de Paris. Et on est parvenu à l'article que vous voyez, c'est une double page, puis il y a eu d'autres papiers aussi de Libération sur harcèlement en série dans les musées de la ville de Paris. Ce papier, il arrive après plusieurs mois, avec un excellent travail d'ailleurs de la journaliste, un excellent travail d'enquête, mais il arrive aussi après plusieurs mois de discussion avec les personnes victimes de Paris Musée, et qui viennent me voir en me disant on a écrit à tout le monde, mais on pense que vous allez faire quelque chose, vous allez lancer l'alerte, on a confiance dans les écolos pour pouvoir mener ce combat-là. Et c'est quand même particulièrement gratifiant et intéressant de savoir que quand il y a des personnes dans des institutions, savent qu'elles peuvent aller toquer à la porte des élus pour faire quelque chose, alors que pareil, cette situation n'avait pas bougé depuis des années et qu'il y avait déjà eu des alertes. Et d'ailleurs, on n'en a absolument pas fini avec Paris Musée. Il y a un rapport du coup de l'inspection générale qui doit être rendu prochainement, j'espère. Mais et j'en profite toujours pour, même si c'est une présentation continuée des choses militantes, que vraiment s'il y a d'autres témoignages ou autres, ne jamais hésiter à me contacter, alice.coffin@paris.fr, vraiment n'hésitez pas. Le deuxième point, effectivement, au-delà de cette action au sein de conseil d'administration ou autre, où évidemment une part du gros boulot des écologistes à faire passer, c'est aussi la transition écologique, ou les nouveaux aménagements qui doivent absolument se produire dans les institutions culturelles, que ce soit dans l'organisation d'expositions ou de comédies musicales. Il y a un ensemble de choses, et vous allez voir pourquoi j'en parle, qu'il faut profondément modifier. C'est un travail qu'essayent de faire les établissements. Mais je voulais dire deux mots, effectivement, au sujet de ce qui s'est passé au Théâtre du Châtelet. Le Théâtre du Châtelet, c'est le théâtre qu'on subventionne le plus à la mairie de Paris. C'est une grosse institution de la mairie de Paris. Moi, je siège au conseil d'administration. Et on devait, en plusieurs mois, on s'était mis d'accord avec la mairie pour nommer, il fallait nommer une nouvelle direction, et sur un processus assez démocratique, même complètement démocratique, où il y avait un comité de sélection, moi j'en faisais partie, qui devait... à travers pas mal d'étapes, un gros travail des candidats et candidates, un gros travail de ce comité de sélection, fournir deux noms à la maire, et puis elle choisirait entre ces deux noms. Il se trouve qu'à la fin, les deux noms, et en plus je suis particulièrement sensible, parce que parmi ces deux noms, c'était deux femmes, il se trouve, et qui avaient en plus vraiment à cœur d'intégrer les problématiques écologistes à leur schéma, leur envie, leur plan pour le Châtelet. C'était complètement intégré. La candidature d'Olivier Py, ancien directeur du Festival d'Avignon, du Théâtre de l'Odéon, mais il n'était pas du tout sélectionné. Donc il arrive là, mais on apprend, la maire prend la décision que finalement ça sera lui, donc contre tous les engagements pris, etc. Moi, je ne vous parle pas de ça pour parler d'Anne Hidalgo. C'est pas, mais vraiment, c'est pas une question de personne. Je pense que c'est encore une fois et toujours une question de pouvoir. À quel moment, qu'est-ce qui se passe pour qu'on oublie les processus démocratiques, et qu'est-ce qui se passe pour que personne ne parle contre ces pouvoirs-là? Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Dans cette histoire, c'est encore une question aussi de médias et de parler ou pas parler. Quand j'ai eu les journalistes culturels sur cette question-là, ils m'ont dit, Madame Coffin, vous savez, c'est tout le temps comme ça. Ça n'est que comme ça, la façon dont ça se passe dans les institutions culturelles. C'est ça la majorité des cas. La seule différence, c'est que d'habitude, personne ne dit rien. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup étonnée. C'est-à-dire, c'est le silence aussi qui pesait. Il y avait d'autres gens dans ce comité de sélection, il y avait d'autres choses. Et la peur, mais je sais pas, de quoi avez-vous si peur? Qu'est-ce qui vous fait si peur? Qu'est-ce que ça a fait de parler? Enfin, moi, ça va, quoi. Ils vont pas choisir du Châtelet, ça va pas... Ils vont pas me faire... Il y a des gens qui menacent, c'est compliqué, je veux dire, je dis pas que c'est facile, mais ça va, on peut parler quand même. Et même ça n'est pas repris. Et c'est important, parce que ça modifie, par exemple, le récit médiatique et le récit journalistique. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui parle, là, les médias vont pouvoir, on y reviendra, asseoir une pratique un peu différente, un récit un peu différent, parce qu'ils peuvent s'appuyer. Je ne dis pas que les journalistes ne devraient pas d'eux-mêmes faire ce boulot-là et enquêter là-dessus, mais il se trouve qu'il y a un besoin d'une parole censément légitime, et celle d'une élue, d'une conseillère de Paris, et a fortiori celle d'une sénatrice, Et donc c'est pour ça, c'est comme ça aussi qu'on peut modifier, et c'est très important, ces récits médiatiques-là. J'en viens à la dernière partie qui me tient particulièrement à cœur, c'est tout ce qui concerne la mairie du 12e. Alors, je dis particulièrement à cœur parce que moi j'ai vécu toute mon enfance, toute mon adolescence sous les Pernin, père et fils, qui étaient maires du 12e, donc maire de droite de l'UDF.
entre 83 et 2001. Et je suis en revanche, j'ai l'honneur d'être l'élue en charge des droits des femmes et de la lutte contre les discriminations d'Emmanuelle Pierre-Marie, donc maire élevée, maire écologiste. Et j'en profite vraiment pour aussi les adhérents et adhérentes qui sont dans la salle. N'hésitez pas à lui envoyer tout le temps des gros messages de soutien parce que ce qu'elle fait en tant que maire du 12e est particulièrement courageux et assez incroyable pour la suivre au quotidien en quantité, en masse de travail. Et c'est toujours pareil, hein, quand je vous dis que les élus écologistes travaillent beaucoup et que c'est important justement, je pense, de lui apporter du soutien. Je voudrais insister sur deux cas qui ont été rendus possibles par le fait d'avoir des responsables politiques écologistes et par le fait qu'il nous en faut aussi des responsables politiques écologistes qui n'ont pas peur au Sénat. Le premier cas, il est particulièrement douloureux puisqu'il y a eu il y a quelques jours un féminicide dans le 12e arrondissement. Et quand je l'ai appris, moi j'ai tout de suite dit à la maire, Emmanuelle Pierre-Marie, je crois qu'il faut qu'on fasse une prise de parole publique, politique, en tant qu'élu, très vite. Et bien sûr, on a vérifié les informations. Il faut parler. C'est ce qui se fait en Espagne. En Espagne, quand il y a des féminicides, il y a une prise de parole des politiques concernés, que ce soit de la ministre, de l'élu local. Et c'est extrêmement important parce que les politiques, ils ne manquent pas de discourir sur certains autres faits de criminalité. Là, sur certains autres faits de criminalité, on peut beaucoup les entendre. Et comment ça se fait que sur les féminicides, alors on ne les entend pas? Comment ça se fait que ça ne soit pas considéré de la même manière, alors même que les chiffres sont si accablants? Et vraiment, ce que ça a permis, c'est que la réponse a évidemment été oui, tout de suite. Et on a pu effectuer cette prise de parole que je vous laisse voir là. Bonjour, je suis Alice Coffin, je suis élue en charge des droits des femmes dans le 12e arrondissement de Paris. Un féminicide a été commis dans notre arrondissement. La femme est décédée ce matin. Les pensées de tous et toutes les élus du 12e vont à ses proches, à sa fille. Je prends la parole ici à la mairie du 12e arrondissement car je pense qu'une parole politique très forte est nécessaire à chaque fois que ce crime contre les femmes est commis. Les politiques le font en Espagne. Et je pense que nous devons nous aussi, en France, instituer cette prise de parole. Car les féminicides sont aussi des crimes politiques. Ils relèvent d'un système politique, le patriarcat, et ils appellent une réponse politique. C'est le 34e féminicide par compagnon ou ex perpétré depuis début 2023, donc en à peine plus de 2 mois. Je remercie l'ensemble des militantes féministes qui agissent chaque jour, chaque nuit, pour que cesse ce massacre. Il y a une urgence absolue à ce que cette lutte soit davantage accompagnée par l'État. Nous n'avons pas un jour, pas une heure de plus. Je termine ce message avec à nouveau mon plus grand chagrin, mes pensées les plus fortes pour cette femme morte aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose, j'ai rien de plus à ajouter sur le chagrin et les pensées. J'en ai d'autres à souligner, encore une fois, sur la différence que ça fait d'avoir une mairie écologiste pionnière et qui permet en fait d'organiser des choses qui ne seraient absolument pas possibles ailleurs. Et mon deuxième exemple, c'est la soirée Ça va bien se passer qu'on a organisée avec l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. Il y a pas mal de membres qui sont présents ici et je les remercie et qui ont fait un travail assez fabuleux aussi. La soirée Ça va bien se passer, elle visait à récompenser ceux qui, par leurs propos, ou ceux qui, par leurs faits et gestes, contribuaient ou étaient acteurs de violences sexistes et sexuelles en politique. C'est important pour moi aussi d'en reparler aux adhérents et adhérentes ELV, parce que je sais que ça a pu un peu crisper. Pourquoi ? Parce que dans tous ces gens-là, il y avait aussi des hommes politiques de ELV qui étaient nommés, voire qui ont gagné. Bon. Et c'est la maire écologiste quand même. Alors non seulement c'est une maire écologiste qui l'a accueillie, mais les seuls élus. Parce que tous les autres partis étaient concernés. Hein. On n'était pas du tout. Enfin, vraiment, c'était complètement transpartisan. Les prix étaient de partout. Ça ne manquait pas. Mais la mairie qui a accueilli, c'est une mairie écologiste. Et les élus qui étaient présents dans la salle, il y en avait quelques autres d'autres partis, mais la plupart des élus qui ont eu le courage de venir, quand même si aussi leur parti était mis en cause, ce sont des élus écologistes. Donc là encore, c'est aussi vraiment quelque chose que je voulais souligner. Et j'en profite parce que c'est vrai que pour moi, on a questionné le fait. Ils ont été les politiques de LV qui étaient nommés.
je voudrais insister, après avoir fait cette présentation sur le discours médiatique, c'était notamment pour avoir traité les féministes de McCarthyistes, ou pour avoir dit qu'il ne fallait pas d'hystérisation des débats, ou de buzz pour le buzz. Je crois vraiment, après tout ce que j'ai expliqué, en fait, c'est particulièrement pas possible pour un élu écologiste, parce que, plus que quiconque, un responsable écologiste devrait savoir ce que c'est que la disqualification d'un message, ce que c'est que d'être appelé ce qu'on n'est pas. En tant qu'écologiste, on l'est sans arrêt. Pour les féministes, c'est pareil. C'est pour ça que moi, ça me choque particulièrement. C'est vrai quand ce sont des responsables écologistes qui reprennent un discours des masculinistes pour aller accuser les féministes, parce qu'on n'a vraiment pas d'excuse pour ne pas savoir ce que ça veut dire que souffrir d'une disqualification et d'une délégitimation du discours et d'une mise au banc par le discours de nos actions et propos. Je vais maintenant m'approcher de la conclusion, et je voulais conclure sur 2 points qui sont, je vous l'avais dit, j'avais fait un peu d'ajout au début, et je vais le faire aussi, je voulais parler évidemment du syndicat et des mouvements des retraites, mais je vous ai fait aussi un petit bonus Darmanin pour après. Alors, sur les syndicats d'abord et ce mouvement des retraites, je voudrais d'abord dire que pour moi, les syndicats, ils montrent la voie, là, un peu quand même, aux partis de gauche. On le voit avec l'intersyndicale, avec l'union, on voit cette efficacité-là, et j'aimerais beaucoup que les partis de gauche gardent ça en tête sur la question de l'union amorcée par la NUPES. Et pour moi, les sénatoriales ne doivent pas échapper à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des élections à part, encore une fois, qu'on devrait mettre hors des débats et qu'on reparlera de tout ça après. Non, c'est aussi évidemment une question qui doit se poser pour les sénatoriales. Deuxième point sur lequel je voudrais saluer justement ce qui se passe dans les syndicats et en prendre modèle, c'est évidemment l'élection d'une féministe, Sophie Vinet, à la tête de la CGT. Mais aussi, je voudrais vous montrer, et je vous explique un tout petit peu le contexte, une vidéo qu'on a tournée la semaine dernière. On était en soutien avec quelques élus à la Tirue, à l'incinérateur d'Ivry, pour soutenir les grévistes. Et alors vous allez voir la vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au premier rang sur la CGT était présent, et il a pris la parole et tout, un homme qui a été exclu de la CGT pour des faits justement de violence, d'agression sexuelle. Et on voit ça, et certaines militantes de la CGT se mettent à crier « violent, violeur », hors de nos luttes. Et je vous laisse regarder ce qui s'est passé après, et ce qui est plutôt réjouissant à mon sens. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure les slogans dénoncer la présence de violeurs ici. Donc nous, on est des camarades féministes en lutte, qui luttons en féministe, on est de plein de collectifs différents. On est sur les piquets avec en soutien aux éboueurs depuis le début du mouvement, même depuis 3 ans. Et les violeurs n'ont pas leur place sur ces piquets, les violeurs n'ont pas leur place dans ces luttes. Ça démobilise les personnes qui luttent aux côtés des personnes victimes. Ça affaiblit le mouvement. Donc si on parle de mouvement d'unité, les violeurs n'ont pas leur place, et d'autant plus quand ils sont été démis de leur place dans les différents syndicats. Alors, c'est éloquent, parce que j'en discutais justement après avec un journaliste qui mène l'enquête sur ce sujet depuis 2018, et qui me disait c'est incroyable en fait que ça puisse se passer, que ça soit applaudi justement, que finalement l'ensemble du groupe prenne position, alors qu'au départ on a eu des mots qui nous disaient « taisez-vous, c'est pas votre place ». Bon, il y avait Adèle Haenel qui était avec nous, je peux vous dire qu'ils n'ont pas passé un très bon quart d'heure, et que ça on a réussi vraiment à les convaincre. Elle avait un discours particulièrement puissant, et à la fois puissant et pédagogique sur ce sujet-là, pour leur dire bien sûr que oui, que c'est aussi cette place-là, et dans quelque chose de convergence des luttes, et ça a fini par ces applaudissements-là, donc c'est important. Et le troisième point que je voulais vous pointer sur les stratégies là, plus aussi toujours médiatiques autour de la réforme, de ce combat contre la réforme des retraites, c'est l'exemple d'une certaine bascule que moi il m'a semblé percevoir chez les journalistes, justement, dans cette façon d'aborder les choses, à partir du moment où on a eu
les interventions de l'économiste, chercheur Michael Zemmour. Et c'est quand même très intéressant ce qui s'est passé parce que lui, bon, il s'est retrouvé invité, alors bon, c'est un travail qu'il mène depuis longtemps, mais il s'est retrouvé invité notamment sur France Inter et puis sur d'autres médias. Et les interactions étaient très intéressantes parce que je crois qu'on est toujours, moi c'est vraiment là-dessus que j'étudie les médias aussi, sur cette conception de la neutralité, sur ce que serait la neutralité, ce que serait un discours neutre, qui aurait le droit à la parole, qui on aurait le droit d'entendre. J'ai cofondé une association qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui s'appelait l'Association des journalistes LGBTI, et qui avait pour un de ses slogans été la neutralité, c'est la subjectivité des dominants. C'est-à-dire que qui est neutre, c'est celui en gros qui a le pouvoir. Mais là, moi j'ai trouvé ça très intéressant sur la façon dont quand Michael Zemmour a commencé à poser certaines choses, et encore une fois, c'est vrai, c'est un homme, c'est un chercheur universitaire, donc il y a une posture aussi qui va être un tout petit peu plus abordable pour les journalistes et où ils vont avoir moins tendance à disqualifier justement ces propos-là. Mais à partir de là, le rouage médiatique, il peut arriver assez vite. On a en premier lieu un peu la surprise de Léa Salamé qui dit bon, on va vérifier tout ça. Bon. Et puis après, moi je voyais des journalistes sur le plateau de BFM qui présentaient et qui reprenaient comme tel pour poser la question aux représentants du gouvernement en disant mais non, parce qu'il y a eu ça. Alors, il est fort dommage que les journalistes, et vraiment, évidemment, il y a de multiples exceptions, des gens qui font extraordinairement bien leur boulot, mais que souvent, ça soit ils devraient le prendre à leur charge, ils ne devraient pas avoir besoin normalement non plus que ces ouvrages-là, ces propos-là, ces articles-là, ils devraient s'en être saisis avant pour poser directement la question aux représentants du gouvernement. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça aussi que c'est extrêmement important d'avoir des paroles d'élus très fortes, parce qu'elles-mêmes influencent après le récit médiatique et s'appuient dessus. Et je termine donc enfin par un petit bonus Darmanin pour vous montrer un peu comment ça se passe actuellement sur les plateaux de télévision quand on parle du ministre de l'Intérieur, de ses propos et de ses disqualifications permanentes des militants écologistes. Je vous laisse regarder, ça c'était vraiment il y a vraiment quelques jours sur le plateau de BFM. Il y a plusieurs choses dont vous avez parlé. D'abord, dissolution, je ne sais pas pourquoi Gérald Darmanin, même s'il a la main leste quand il s'agit, et il a déjà fait, de dissoudre certaines associations, notamment antiracistes, mais là, je crois qu'en plus, c'est même pas un statut d'association constituée. Donc, dissolution, c'est vraiment encore un coup de communication de Gérald Darmanin. C'est un mouvement. Lui, quand ça arrive, c'est pas comprendre. Non, mais oui, enfin. C'est des gens qui sont rassemblés sur un Ce que je veux mouvement. dire, c'est pour vous montrer à quel point on est complètement. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est uniquement dans la communication. Ça veut dire quelque chose. Il peut Ça veut dire que Gérald Darmanin, encore une fois, dans la communication, dans un combat politique, pour en rajouter, alors qu'à l'heure où il y a des personnes entre la vie et la mort, à l'heure, et vraiment j'ai une pensée pour eux, où il y a des centaines de militants et militantes écologistes qui sont soit blessés, soit de toute façon traumatisés parce qu'il s'est passé. Sa première réaction, ça soit ça. C'est incroyable. Quant aux élus écologistes, je veux dire, j'ai jamais été aussi fière d'être élu écologiste qu'en ce moment. Parce que elles étaient. Non, mais qu'ils étaient sur place. Et bien alors, bien sûr, c'est leur place de témoignement. Vous savez, quand vous avez l'écharpe, vous protégez les gens. C'est eux aussi qui ont fait les appels. Je crois que vous avez reçu Marine Tondelier, la secrétaire de elle est là aussi pour aider, pour faire en sorte justement que les choses se passent au mieux en manifestation. Pour aider à ce que. Dans la République, si on ne respecte pas les lois ne servent plus à rien, c'est l'expression d'intérêt général, la loi, madame. Mais attendez. Genre, on ne voit plus les lois, parce que ça ne sert plus à rien, chacun fait sa loi à soi. Vous voulez me dire sur le qui respecte pas la loi? Oh oui, allez-y. Non, mais je veux dire, il y a un parce que les élus, non seulement sont là par conviction, parce qu'on est sur un combat extrêmement important, et de protection. Vous savez qu'ils sont là. C'est pas comment on cause un arbre. Ce que je veux dire, c'est depuis en une décennie, il y a eu 1700 militants et militantes écologistes tués dans le monde, en particulier en Amérique latine, mais pas seulement. Et on a évidemment une immense conséquence. Je pense que c'est un peu pour ses proches aujourd'hui. Est-ce que le fait? J'ai pas remis le passage, mais juste avant, évidemment, et comme à chaque fois que je parle de Darmanin sur un plateau TV, j'avais pris soin de rappeler qu'il avait quand même utilisé sa fonction d'élu contre des rapports sexuels. Et je pense qu'il faut toujours le rappeler. Sur ce qui est en train de se passer. Ce
qu'il est en train de mener, enfin Darmanin et d'autres, c'est un phénomène très intéressant et assez, enfin intéressant au sens où pas nouveau. Il est en train, mais intéressant parce que ça se passe en France, il est en train de créer un nouvel ennemi de l'intérieur qui serait les écologistes. Créer des ennemis de l'intérieur, des boucs émissaires dans une population, c'est très courant chez les gouvernants. En Pologne ou en Hongrie, vous avez pu avoir un temps, c'était les populations LGBT. C'était eux, c'était vraiment les ennemis de la nation. Ça a pu être aussi les migrants et les migrantes dans certains pays. C'est les ennemis contre lesquels il faut se dresser, etc. Et là, en ce moment, c'est les écologistes. Et c'est quand même très intéressant. Et je pense comment il faut qu'on réagisse, nous, par rapport à ça ? Ça peut faire peur, ça peut un peu désespérer, mais au contraire, je pense que vraiment, et encore une fois, en réfléchissant aux stratégies de discours, aux stratégies médiatiques, il faut précisément répondre présent et présente face à ce pointage du doigt et en profiter, mais précisément pour encore plus inscrire le combat et mener le rapport de force qui est immense, qui est dur, qui sera long. Mais c'est justement aussi savoir, puisqu'il ne joue effectivement qu'à ça et que ce sont des mots et que ça ne veut pas dire grand-chose, ce qu'il met en place quand il dit qu'il va créer des cellules anti-ZAD. Mais c'est pas grave, encore une fois, comme d'habitude, nous, saisissons-nous de cela, saisissons-nous de ces discours de Darmanin et répondons-y, même s'ils n'auront pas. Il y avait un article de Mediapart aujourd'hui qui rappelait quand même que la dernière fois que le gouvernement a créé une cellule de gendarmerie pour surveiller des militants écologistes, c'était pour empêcher les actes délictueux visant le monde agricole pour des raisons idéologiques. Premier visé, les mouvements dénonçant la cruauté des abattoirs ou l'usage des pesticides, si bien qu'en février 2002, la justice a jugé illégale la surveillance des écologistes et ordonné au ministère de l'Intérieur de les faire cesser. Bon, c'est voilà, mais néanmoins, ça, c'est le fond, évidemment, de l'affaire, qui est sur des mensonges, on peut, mais ça n'empêche pas, ça ne doit pas empêcher de nous, c'est pas surfer, mais c'est vraiment essayer justement de nous emparer de ce récit-là, puisque c'est celui qui fonctionne médiatiquement. Ça fait la une du JDD, bien sûr, parce qu'on dit terrorisme intellectuel, bon, ça fait événement. Eh bien, saisissons-nous de ces événements-là précisément pour aller sur les plateaux, pour investir les assemblées. Et c'est quelque chose vraiment que je nous encourage tous et toutes à faire. Et que pour ma part, voilà, j'essaierai de faire un niveau aussi au Sénat si j'y suis élue. Je pense qu'il y a beaucoup de stratégies. Je voudrais saluer d'ailleurs, parce que je ne savais pas qu'elle viendrait, la présence de Sia m'a dit oui, ici des écolos Belgique. Et je dis ça parce que j'en discute souvent aussi avec Raja Mawan, qui est la coprésidente d'Écolo, donc l'équivalent de LV en Belgique, et parce que je leur dis toujours, on nous dit toujours, regardez ce qui se passe en Allemagne, hein, les écolos, ils sont plus machin, et moi j'ai toujours envie de dire, regardez ce qui se passe en Belgique, les écolos, donc voilà, on n'a pas un seul modèle. Et en tout cas, tout ça, j'essayerai bien évidemment, et ben, je compte sur vous, parce qu'après, comme je l'ai dit, ça dépend des adhérents et adhérentes LV Paris, cette question-là, entre autres, et du parti. Donc si le vote se déroule entre le 13 à 16 avril, si vous êtes vous-même adhérent ou adhérente LV Paris, je compte sur vous. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à aller leur parler. Et puis je suis évidemment pour discuter. Et je voulais laisser, en fait, il a été beaucoup question des écologistes aussi, comme fer de lance du combat contre l'extrême droite. Et je voulais laisser la parole en cette fin de présentation. Et puis après, je reviendrai pour répondre à vos questions s'il y en a. Je voudrais laisser la parole à Asia Ifi et Nadera Veltrech de l'Observatoire des violences racistes en politique. C'est à vous et merci pour tout votre travail. D'avance avant même votre discours. Merci beaucoup Alice de nous avoir invités à prendre la parole ce soir. Nous sommes les cofondatrices de l'Observatoire du racisme en politique, qui a été lancé le 3 décembre 2022 pour le 39e anniversaire de l'arrivée à Paris de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Les objectifs de l'Observatoire sont notamment d'exiger des politiques publiques et des budgets ambitieux pour lutter contre le racisme, d'interpeller les partis politiques pour qu'ils donnent enfin toute leur place aux personnes racisées dans leur organisation, et de lutter contre les discriminations raciales et les plafonds de verre qui les empêchent d'accéder aux plus hautes responsabilités.
La création de la NUPES a soulevé l'immense espoir que les personnes racisées et issues des quartiers populaires ne soient enfin plus invisibilisées et sous-représentées à l'Assemblée nationale. Cet espoir a été déçu. Seulement 32 députés racisés sur 577 ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale. Et un très grand nombre de militants et militantes issus des quartiers populaires ont été écartés. Nous espérions que les leçons seraient tirées pour les sénatoriales, mais mettons les pieds dans le plat. Malgré les objectifs affichés de soi-disant diversité, le compte n'y est pas du tout aujourd'hui. Notamment, mais pas seulement, pour Europe Écologie Les Verts. Actuellement, le groupe écologiste est composé de 12 sénateurs et sénatrices. Aucune n'est issue de l'immigration extra-européenne ou des territoires ultramarins. Et cela n'est a priori pas près de changer, puisque sur les 15 candidatures parisiennes pour les sénatoriales, à nouveau, il n'y a aucune candidature de personnes racisées. Cette situation affaiblit profondément la légitimité et la crédibilité de la NUP, et pour ce qui nous concerne plus particulièrement ce soir d'Europe Écologie Les Verts, à incarner une écologie populaire, féministe et véritablement antiraciste. Plusieurs millions de personnes racisées sont quotidiennement exposées à des discours racistes qui les infériorisent, qui les criminalisent, qui les déshumanisent, qui remet en question la légitimité de leur présence en France. Ils et elles sont exposés à des discriminations de tout ordre, au travail, au logement, à des violences policières. Nombre de personnes racisées et d'habitantes et d'habitants des quartiers populaires ne se reconnaissent pas dans des institutions et des partis politiques qui ne leur ressemblent pas. D'autres élections majeures se préparent d'ores et déjà, notamment les élections européennes et municipales, dont les tractations, on le sait, ont d'ores et déjà commencé. Nous appelons donc très solennellement Europe Écologie Les Verts, et nous le ferons aussi avec les autres partis, à s'emparer beaucoup plus sérieusement de ces enjeux. L'Observatoire du racisme en politique est prêt à vous accompagner dans ce travail urgent et crucial pour notre démocratie. Nous ne pourrons pas construire une société post-raciste sans les premières et les premiers concernés. Merci. Merci Alice. Merci beaucoup pour tout votre pour tout le travail passé et puis surtout je pense à venir. Alors il y a deux questions donc vous pouvez les poser directement, sympa. Si je crois que c'était si la personne veut, sinon je relaye, mais quelqu'un qui s'appelle Philippine. Est-ce que Philippine est parmi nous? Écoutez, si Philippine n'est pas là pour entendre la réponse. Non bah surtout alors. Est-ce que je pose quand même sa question? Donc Philippine demandait, que je retrouve, Alice, c'est pas un peu se gâcher que d'aller s'enterrer au Sénat? Mais alors, précisément, je pense que tout l'intérêt, encore une fois, méfions-nous des récits qui viennent dire justement c'est un endroit qui va servir à rien, qui va finalement... Pas du tout. Il y a des intérêts à tenir ces discours-là et ça n'est pas vrai. Ça n'est évidemment pas vrai. C'est pour mieux en dégoûter certaines. Et je pense qu'au contraire, il faut précisément toujours avoir l'œil quand on essaye de nous présenter des choses de cette manière-là. Et puis que de toute façon, encore une fois, enfin moi c'est ce que j'ai dit partout, il faut être à l'intérieur des institutions et l'exefficacité. Moi vraiment, je ne savais pas avant d'être élue que ça serait aussi efficace, mais c'est extrêmement efficace et a fortiori si on passe à un niveau national. Une deuxième question qui est une question de Benjamin sur le vote par jugement majoritaire. Est-ce que Benjamin est là? C'est plus sympa si... Ok, ça va.
Alors, du coup, donc, justement, le vote par jugement majoritaire, donc ça consiste en fait à donner en fait une appréciation à chaque candidature. Donc en fait, il peut y en avoir 7 comme il peut y en avoir 5. Donc par exemple, ça peut être la meilleure très bien, puis bien, assez bien, passable, insuffisant. Et l'intérêt de ce mode de scrutin, au final, c'est d'avoir un résultat au final qui représente plus le mieux le choix électoral. Et du coup, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce mode de scrutin? Est-ce que vous pensez que ce mode de scrutin est meilleur que le scrutin majoritaire à 1 ou à 2 tours? Ou est-ce que vous regrettez, par exemple, qu'on n'ait pas utilisé ce mode de scrutin pour la primaire écolo ou aussi, notamment, pour le vote là, interne pour les candidatures au sénatorial? La réponse est oui. Je regrette, et pour toutes les raisons qui ont été très bien expliquées, justement sur ce que permet ce type de scrutin-là. Et c'est dommage, effectivement, qu'on ne l'ait pas... Mais bon, après, déjà, il y a eu un vote consultatif, parce qu'il y avait des candidatures qui étaient contre, même qu'il y ait un vote. Donc au moins, déjà, il y a un vote, et je crois qu'on n'a pas pu aller jusqu'au fait qu'il y ait aussi un vote qui soit un peu différent, effectivement, qui favorise davantage certaines candidatures que d'autres. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas, le principal pour qu'il n'y ait pas ces questions-là, c'est voter. Comme ça sera bien. Et puis, et tout ira bien. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de rester... Ouais. Je suis malheureusement pas encore militante de l'ELV. Est-ce que c'est possible de le devenir pour voter pour toi? Alors, c'est la question posée par ma mère, mon père. Mais attendez, vous avez 5 frères et sœurs, etc. Ils ont dit, ah, t'aurais dû nous dire, on aurait adhéré, et tout ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, il faut avoir été... la règle, c'est qu'il faut avoir été adhérent ou adhérente, soit depuis au moins 3 mois, donc à Paris, soit l'avoir été en 2022, et pas plus tard que 2022, et renouveler sa cotisation. Et c'est pour ça, non, mais bien sûr, le problème, moi, c'est toujours, encore une fois, c'est le hiatus entre... Il faut pas que les partis deviennent des forces de blocage, quoi, parce que, et des forces qui bloquent par rapport à des élans qu'il y a dans la société. Et ça, j'espère que c'est vraiment de la responsabilité des adhérents et adhérentes de LV Paris d'en décider. On verra quel sera leur choix. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est pas une petite élection, c'est quelque chose d'assez important, parce que c'est aussi de... Voyons ce qu'elle et il décide. Et je pense que c'est important aussi pour l'image qui veut être donnée de ce parti-là, et qui est, moi je suis d'accord avec ça, la volonté d'aller chercher 1 million de sympathisants et sympathisantes, d'ouvrir largement, etc. Moi c'est vrai que j'étais une candidate d'ouverture, parce que je suis pas adhérente. ELV, donc j'espère justement que ça donnera tort à ceux qui peuvent penser qu'il y a un repli, et sur le fait qu'en particulier pour les sénatoriales, ça soit que possible si on est défendu par une motion, si c'est des jeux d'appareil aussi, et que ça soit vraiment un vote par conviction. On verra. Merci pour la question. Bon, merci vraiment à tous et toutes d'avoir été là. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont préparé et rendu possible avec moi cette présentation. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter. C'est toujours bizarre de dire ça, mais dans alicecoffin.fr pour le truc... ça fait partie des trucs un peu compliqués. Qu'il faut peut-être revoir d'ailleurs. Pour avoir d'autres, la lettre de candidature, des entretiens, plus d'informations, n'hésitez pas, surtout si vous voulez discuter. Je reste encore un peu là. À très bientôt.